Rapidement parce que je pense qu'on les connaît. D'accord. On connaît Richard Malka, donc qui est l'avocat très connu, qui est entre autres l'avocat de Charlie Hebdo, mais aussi spécialiste du droit de la presse, essayiste, romancier et scénariste de BD aussi, ce qu'on peut-être on sait un peu moins. Les derniers livres qu'il a fait paraître sont plutôt des romans ou des essais. Donc je vais vous citer quelques-uns, je cite pas peut-être pas tout, mais Le voleur d'amour. Très beau livre, hein, je vous recommande en tout cas la lecture. En fait, tous les livres de Richard, même s'ils sont pas des romans, sont vraiment instructifs et vraiment, la lecture est vraiment très agréable et très intéressante. Le droit d'emmerder Dieu, tout sur l'intolérance et les livres sont tous parus chez Grasset pour ceux qui les cherchent. Voilà pour Richard et Fred. Alors je vais rapide hein, parce qu'il y a plein de choses à dire sur chacun d'eux, mais autrement ça prendrait les 45 minutes. Et Fred Bernard est scénariste et dessinateur. Il a beaucoup travaillé en jeunesse, sur des livres en jeunesse. Donc il est soit illustrateur, soit dessinateur, soit pardon, scénariste, soit dessinateur. Les derniers livres qui sont parus en BD, c'est La vie secrète des arbres. Là, il était au scénario avec Benjamin Flao. Les Sœurs Jacob, je crois qu'il vient de sortir avec Marie Desplechin. Nos héritages aussi en bande dessinée, là où il est auteur complet, dessin et scénario. Et puis des livres illustrés avec son compère François Roca. On pourrait citer, alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, mais je vous en cite quelques-uns. King Kong, La Reine des fourmis a disparu, Solveig, une viking chez les Iroquois. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de nos deux auteurs et pour savoir un petit peu à qui on s'adresse. On peut rentrer dans le vif du sujet déjà juste en faisant rapidement une petite. Moi, je suis ravie en fait d'avoir ce webinaire parce que ça nous permet de remettre, d'abord de remettre en avant cet album qui est magnifique et puis surtout de faire un hommage à Robert Badinter. Personnellement, mais on s'en fiche, c'est quelqu'un pour qui j'avais et j'ai toujours une grande admiration. Et ça a été un des plus grands bonheurs de ma carrière de pouvoir l'avoir au catalogue et qu'il accepte qu'on adapte son livre. Alors d'ailleurs, je vais demander à, à Richard et à Fred comment s'est passée cette rencontre, de nous raconter un petit peu, parce que c'était assez épique. On est allé chez lui et voilà, je vous laisse un peu la parole à tous les deux de nous dire rapidement comment ça s'est passé, parce que on peut pas dire que c'était un fervent lecteur de BD quand même, Robert Badinter. Alors non, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi de présenter cette nouvelle version de l'album. C'est vraiment, avant tout, je voudrais dire que ça a été une magnifique aventure, que ce soit avec Robert, que j'ai la chance de connaître, que j'avais la chance de connaître depuis déjà longtemps, que ce soit avec l'École des loisirs, c'était ma première collaboration avec cet éditeur. Et encore plus avec Fred Bernard, que j'ai découvert aussi. Et ça se passe pas toujours de manière harmonieuse entre scénariste et dessinateur, mais là, ça a été un grand bonheur et une fluidité et une joie et une facilité constante de travailler avec lui. Alors effectivement, moi je suis arrivé dans ce projet au tout départ. Robert venait d'éditer son livre chez Fayard sur sa grand-mère chérie, Idis. Ça avait été un grand succès chez Fayard. Et puis est venue l'idée, je pense, de l'École des loisirs, d'adapter son livre en bande dessinée. Et immédiatement, Robert, enfin, vu nos relations amicales, il connaissait mon parcours dans la bande dessinée. J'en avais écrit déjà plus de 20 à cette époque-là. Il a voulu que ce soit moi qui l'adapte. Donc un jour, je reçois un coup de téléphone de Robert qui me dit bon bah voilà, je veux absolument que ce soit vous. Ça m'arrangeait pas plus que ça parce que j'étais déjà en retard sur tous mes projets personnels, sur le voleur d'amour en particulier que tu as cité, Nadia. Et puis j'avais mon boulot d'avocat, je savais pas très bien comment j'allais caser ce nouveau projet. Et puis en même temps, c'était quand même une sacrée pression d'adapter un roman de Robert Badinter parlant de sa famille. Mais évidemment, c'était absolument impossible d'imaginer, ne serait-ce que d'imaginer lui dire non. Je n'étais pas capable de faire ça. Donc je lui dis oui.
et le projet a démarré. Et ensuite, effectivement, j'ai fait le lien avec, avec Nadia, avec Louis Delas et avec Fred. Et j'ai emmené tout le monde un jour chez Robert pour qu'il fasse connaissance, puisque Fred, surtout, avait quand même besoin de le rencontrer, de lui parler un peu, de voir le personnage. Et on a tous débarqué comme ça, une fin d'après-midi. En face du jardin du Luxembourg, dans son appartement. Et je crois que tout le monde était très ému. Et là, je vais peut-être passer la parole à Fred. Oui, j'étais. Bonjour tout le monde d'abord. Oui, alors j'étais plus qu'ému, j'avais un peu peur. Et d'autant que Richard m'avait prévenu, quoi, qu'il avait un fort caractère et qu'il allait nous impressionner, puisque dans l'ascenseur, il nous a dit déjà qu'il était plus intelligent que nous quatre réunis et qu'on allait vite s'en rendre compte. Euh, mais en fait, c'était très doux, très calme, et ça s'est très bien passé. La chose qui m'inquiétait, moi, c'est que Richard m'avait dit qu'il avait jamais lu de BD de sa vie, en effet. Donc, je lui ai posé la question assez vite et il m'a dit non, non, mais je vois ce que c'est, Astérix, Tintin, tout ça. Mais j'étais étonné qu'il ait jamais lu un Tintin et il m'a répondu que, en vérité, il avait été élevé dans l'excellence avec son frère Claude et qu'il n'avait pas le droit de lire d'illustrés du tout et qu'ils avaient en vérité très peu de divertissement, surtout de la littérature, du théâtre, un peu d'opéra. Voilà, moi ça m'a marqué. Donc on savait qu'il dit que ça allait être sa première BD. Et puis Incroyable. surtout, ce qui est important à souligner, c'est comme tu l'as dit, Richard, c'était quelqu'un de, enfin, tu l'as sous-entendu, quelqu'un de très pudique, qui ne parlait jamais Ouais, de lui ni de sa famille. Et ils disent, c'est vraiment le premier livre et le seul d'ailleurs, à ma connaissance, j'espère que je dis pas de bêtises, mais dans lequel il se livre et il parle de lui parce que finalement, on le voit petit avec sa grand-mère chérie. Et ça, c'était vraiment important aussi de bien garder cette dynamique-là et de pas trahir de trop, en tout cas, ce qu'il avait pu vivre, en fait. Et je crois que le pari a été réussi, il me semble. En tout cas, il était Ah, très content du livre. il était très content du livre. Alors, moi, j'avais quelques craintes. Le connaissant, c'était un homme très exigeant, d'abord à l'égard de lui-même, qui pouvait être droit, voire raide. Et donc, j'avais un peu peur et qui effectivement n'avait jamais lu, enfin, c'était pas du tout sa culture, la bande dessinée. Donc, j'avais un peu peur enfin, la première fois que je lui ai remis les 20 premières pages de mon scénario, je tremblais un peu. En plus, il fallait s'emparer donc de sa famille, de ce qui était structurant pour lui. Mais en fait, ça a été, enfin, je sais pas, il a dû corriger trois cases, quoi. ouais, Ça a été, il était très heureux de ce projet. Il le voulait vraiment. Il n'avait pas de culture BD, mais il savait que c'était ce que les jeunes lisaient. Et il voulait s'adresser aux jeunes générations. C'était important pour lui, ce projet. Il en a vraiment été ravi. Il voulait transmettre cette histoire de sa famille et au travers de cette histoire, évidemment, l'histoire de l'antisémitisme, d'abord en Bessarabie, c'est-à-dire aux confins de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Russie d'aujourd'hui, là d'où là d'où venait sa famille. Et puis, évidemment, la montée de l'antisémitisme en France entre les deux guerres et le début de la Deuxième Guerre mondiale qui a emporté une partie de sa famille. Donc Alors, c'était fondateur pour lui et il avait envie que ce soit accessible aux plus jeunes au travers de ce média qu'est la bande dessinée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet puisque le thème, c'est quand même l'histoire dans l'histoire, en fait. Donc ce livre, je trouve, remplit tous les critères parce qu'en fait, c'est une histoire personnelle, mais qui nous fait retraverser toute une époque et
dans lequel il y a beaucoup de thèmes. Alors j'ai identifié quelques thèmes, et d'ailleurs il y a des thèmes qui te sont chers, Richard, donc c'est peut-être pour toi que tu vas en parler, et puis nous on pourra continuer quand tu pourras plus être là. Oui, je me suis permis de remettre des petits mots, parce que je trouve qu'il y a des petites phrases, vous verrez, que j'ai extraites du livre. Là, c'est une phrase de Robert Badinter qu'il avait écrite au début, dans une petite préface. En fait, il y a plusieurs thèmes dans ce livre et je trouve que ça vient vraiment compléter un livre d'histoire ou en tout cas un récit d'histoire, puisqu'en fait, c'est vraiment, on en apprend vraiment beaucoup avec cette histoire qui est personnelle, mais finalement qui nous transporte carrément dans une autre époque. Et moi, j'avais identifié comme premier thème l'immigration, parce que sa famille, comme tu l'as dit, venait de... Voilà, on a remis un petit arbre généalogique et puis une petite carte pour vous resituer, venait après les différentes persécutions qu'il y a pu y avoir, se sont réfugiés en Bessarabie, la Moldavie à peu près d'aujourd'hui, et sont venus là. Au début, ça allait à peu près, Richard, mais je crois qu'après, il y a eu effectivement pas mal de la misère s'est installée, des pogroms sont arrivés, etc. Donc peut-être que tu peux nous développer un tout petit peu cette partie-là sur l'immigration justement de cette époque, parce qu'il y en a eu beaucoup des immigrations du peuple juif. Alors oui, ben là, on est en fait dans une ancienne partie de l'Empire ben, là, elle est russe. À l'époque, c'est les tsars, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et il y avait là un endroit qu'on appelait la Bessarabie et où était concentrée une forte population juive parce que pendant un temps, précisément, l'Empire russe avait décrété que bah, devaient tous les réunir là et que là, on les laisserait à peu près tranquilles. Sauf que ça n'a pas duré. Alors évidemment, on était dans la misère complète. Et c'était pas vraiment ça le souci. Le souci, c'est que alors, outre les mesures discriminatoires, impossibilité de faire des études, enfin, il y avait toute la panoplie des discriminations. Il y a commencé à avoir des pogroms extrêmement sanglants au tout début du XXe siècle. Et ça a convaincu les Juifs présents de partir. Alors la question, c'était où? Certains sont partis en Argentine, d'autres aux États-Unis. Mais enfin, les États-Unis, on ne savait pas trop ce que c'était à l'époque. Ils pensaient que c'était il y avait que des Indiens. Et puis partir en Palestine, et puis d'autres, et quand même assez nombreux, ont considéré que c'était en France qu'il fallait aller parce que c'était la patrie de Victor Hugo, la patrie où on avait pris fait et cause, en tout cas une moitié de la population pour le capitaine Dreyfus, et c'était déjà énorme. La partie des Lumières, de la Révolution française, de la République, de l'égalité pour tous, de l'émancipation des Juifs. Et donc, ils ne savaient pas ce que c'était la France. Ils disaient Victor Hugo avec leur accent, mais ça leur semblait être un pays à part. Le pays des Lumières. Et donc ils arrivent vraiment sans un sou. Alors, ils font d'abord partir leurs enfants, puis ensuite ils les rejoignent à Paris, à Belleville, et ils font tous les métiers, tous les petits métiers. Ils récupèrent du pain, ils remettent en état les baguettes pour les revendre, ils récupèrent des vieux vêtements pour les revendre, et voilà, et avec une volonté farouche d'intégration, ils changent leur prénom et l'école républicaine où, comme Fred l'a dit, il fallait être les meilleurs. Fred, tu veux ajouter quelque chose? Mais Manon, tu peux faire défiler un petit peu de pages, parce que là, les premières pages qu'on vous montre, c'est quand qui sont encore en Moldavie, en Bessarabie, donc là où la misère s'installe un petit peu. Donc Fred et Edith, là, est toute seule, puisqu'en fait, son mari est à la guerre dans l'armée du Tsar. Et là, on les voit, Choulim revient, et voilà. Donc ça, c'est avant qu'ils partent à Paris, c'est quand ils sont encore en Bessarabie. Et Fred, peut-être en termes de travail, là, tu peux nous dire un petit peu si tu... Parce que je crois qu'il t'a donné quelques conseils, à mon avis, Robert, à un moment donné, concernant certaines parties, il me semble. Bah, notamment, oui, sur la Bessarabie, où on n'avait pas beaucoup de documentation
d'époque, mais il y avait quelques photos. Je me suis débrouillé avec ce qu'on trouvait sur Internet. Il m'avait dit que ça ressemblait un peu à la Bourgogne, qu'il y avait du vin là-bas, qu'il y avait des collines. Enfin, je me suis un peu débrouillé. Et puis, Richard me disait, regarde aussi les tableaux de Chagall. Alors, pour certaines images, il y a une maison bleue qui est en rapport avec les tableaux de Chagall. Il y a des moments très oniriques, mais il y a surtout beaucoup de tendresse au début. Enfin, malgré la misère, c'est très tendre et la famille est super attachante dès le départ, quoi. La force du récit de Robert était impressionnante sans images, mais la façon dont a travaillé Richard, parce qu'il n'y a que des dialogues, hein, c'est que des dialogues, et ça c'est super fort parce que on abandonne la langue de Robert, mais on est au présent en fait, vraiment là. Ce qui fait qu'à chaque nouvelle étape, quand ils quittent la Bessarabie, quand ils arrivent à Paris, on découvre, on change complètement de décor. Ils quittent un taudis, ensuite ils disent va aller dans les grands magasins de Paris, par exemple. C'est bon, c'était déjà assez agréable à dessiner tout ça. Et puis les dialogues sont très simples, ils fonctionnent très très bien, quoi. En fait, tout est porté par ça, hein. Ouais. Ouais, Donc après l'immigration, enfin, je trouve qu'il y avait un autre thème qui était important, là on vient de le voir passer, c'était justement, tu en as parlé un peu Richard, c'est l'intégration. Je trouve que tous ces thèmes font vraiment écho à aujourd'hui, parce qu'il s'agissait d'être les ouais, meilleurs, comme tu disais, et que bah, Idis, effectivement, quand ils sont arrivés et que la petite Chifra Charlotte a eu son premier diplôme, c'est pour ça que je l'ai mis en exergue, parce qu'en fait ouais, je trouvais que c'était assez beau de montrer que ces gens arrivaient dans un pays et ils devaient faire leurs preuves encore 10 fois plus que les gens qui étaient qui habitaient là, et ils devaient s'intégrer à tout prix, ils devaient être les premiers, ils devaient être vraiment les meilleurs. Et après, comment dire, quand Charlotte, c'est un peu plus tard dans le livre, quand la mère de Robert et de son frère ben, est mère de famille et donc suit leurs études, c'est pareil, elle les met, elle les pousse vraiment beaucoup il faut qu'ils soient toujours premiers partout, qu'ils soient les excellents du moment. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Ça montre ça montre l'intérêt que ces gens, quand ils venaient dans un pays, portaient au pays, en fait, aussi. Oui, alors c'est après je vais malheureusement devoir vous quitter. Mais oui, ça faisait déjà des siècles et des siècles que les Juifs étaient obligés de passer un peu sous le radar pour pas avoir de problème. Et donc il y a une volonté vraiment farouche, viscérale, et en plus un amour de ce pays qui les reçoit, qui les accueille. Euh, et c'est fou parce que en une génération, et alors en deux, on passe de quelqu'un qui est illettré, ses deux parents quasiment l'étaient, qui venait d'ailleurs, à ministre de la Justice, président ouais, du Conseil constitutionnel. Mm. Ça va très vite en fait, et ça va très vite grâce à l'école républicaine qu'il vénérait Mhm. grâce à ces principes dont je parle beaucoup, que sont la laïcité, et qui, même pendant la guerre, étaient appliqués avec force par les instituteurs, par ceux qu'on appelait les hussards noirs de la République. mm, Donc tout ça va en plus se télescoper avec ensuite la Seconde Guerre mondiale, la déportation, la chasse des Juifs. Et tout ça, c'est vraiment les fondements de Robert Badinter. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment ce qu'il a nourri et ce qui a fait, ce qui a fait de lui l'homme Ah qu'il oui. était. ouais. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que ça a été très, très important. Et d'ailleurs, on le voit, il y a plein de moments où ils sont très heureux malgré la misère, malgré la difficulté. Bon, là, ils sont à Paris, donc là, ça va. Parce C'était qu'ils sont avant. unis, c'est une grande famille. Et puis, dans la pauvreté, ça resserre des liens aussi. On est obligé d'être solidaire. Tout à fait. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Et je vais vous abandonner. Ok, Ben, merci beaucoup, ok, Richard. En tout cas, merci. c'était Salut sympa de Richard. venir, c'était sympa de venir, en tout cas, nous rejoindre pendant ces quelques minutes. Je tenais à être là quelques instants. Ouais, bah c'est super. Je Merci vous beaucoup. Et embrasse. puis, on va continuer avec Ouais. Fred. Ok, Ciao. À au revoir. bientôt. Ciao. Oui, donc on Ouais. continue sur les différents thèmes. Donc, tu veux rajouter quelque chose sur Bah, l'intégration, moi, ce peut-être qui m'a ému, enfin,
au niveau de ma partie qui était le dessin, ce qui m'a ému, c'est les remarques qu'il m'a faites, le peu de remarques qu'il nous a faites. C'est notamment au niveau de l'habitat, puisque quand ils sont arrivés d'abord en banlieue, puis dans le sentier, puis économiquement, quand ça allait mieux, ils étaient dans le 16e, juste avant la guerre. Et j'avais dessiné un espèce d'appartement haussmannien. Il m'avait dit non, 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 mais retirer une baie vitrée, c'était beaucoup plus modeste. Alors j'ai mis une cheminée, je me souviens de ça. Qu'en fait, c'était un tout petit appartement, c'était dans le 16e, certes, mais tout petit. Ça, c'était assez émouvant qu'il me fasse cette remarque. Et puis sur les pogroms, il m'avait fait, je ne sais pas si tu te souviens, Nadia, il y a une scène de pogrom qui m'a demandé de refaire parce qu'elle n'était pas assez sanglante, justement. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il m'avait demandé de mettre plus de détails et qu'on voit vraiment du sang, de la violence et ce que je déteste dessiner par ailleurs. Mais tu l'as fait avec habileté et Alors, je pudeur. l'ai C'est fait, bien. ouais, bah, j'ai mis plus de détails. Oui, Voilà, oui, c'est ça, tout à ouais, fait. ouais. Mm. Bon, en tout cas, tous ces thèmes, je trouve qu'ils sont importants aujourd'hui puisqu'on les retrouve. En fait, c'est ce que je disais au tout début, c'est que en fait, ce livre n'est pas un livre d'histoire, bien évidemment, mais à travers ce livre, on traverse toute une époque et on a tout un tas de choses qui font encore écho aujourd'hui. Enfin, en tout cas, voilà, qu'on connaît, sur Ouais, lesquelles on revient. Et dans le livre, il y a aussi cette partie on voit la montée du nazisme qui arrive petit à petit. Et dans le livre, il dit aussi que ben, on voit que effectivement au début tout le monde prend un peu Hitler comme étant un troisième couteau. Bon, il fait ses petits trucs dans son coin, il faut le surveiller, mais pas plus que ça. Et puis petit à petit, les choses prennent de l'ampleur. D'ailleurs, tu l'as très bien dessiné là, hein, le grand congrès dans lequel les choses ouais. commencent à se fixer. Là, c'est pareil, ça a été. T'as dû discuter avec lui là-dessus ou c'était assez fluide pour toi ou Ouais, alors, la requête qu'avaient Robert et Richard, c'est qu'on ne voit pas Hitler, en fait, ou petit de loin. Hmm, C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le choix de ne pas lui donner d'importance dans le dessin. Donc, mhm, petit personnage. mhm. Mais sinon, les lois anti-juives qui tombent les unes après les autres, la chance qu'ils ont eue hein, dans tout ce fatras historique terrible, c'est que euh, le père de Robert Badinter, lui, il y avait un petit quota de juifs qui avaient le droit de faire des études en Russie, et le père avait fait une école de commerce. Et il avait des appointances avec le milieu le commerce de la fourrure. Et c'est ça, en fait, qui a fait la bascule au niveau de leurs affaires à Paris. Oui, oui, C'est c'est comme ça qu'ils s'en sont un petit peu plus sortis. Ouais, après avoir Euh, retapé des vêtements qu'ils récupéraient au pied des maisons des riches dans Paris et qui revendaient par la suite, ensuite il a importé des fourrures et ça, ils sont passés à une autre dimension. Et Ça a comme disait été Richard, oui. c'est passé très vite. Ouais, Bon, ouais, et après, effectivement, dans la montée du nazisme, eh ben, on voit effectivement, ben, là, on commence à voir Robert Badinter petit et puis avec son frère. Et en fait, ben, ils sont excellents, évidemment, comme on le disait à l'école. Et en plus, ben, à un moment donné, la montée des restrictions arrive, évidemment. Et dans le lycée où ils sont, on demande à Robert d'être délégué de classe. Et donc, il est très ouais, content parce qu'il trouve qu'il va pouvoir faire des choses. Et en fait, son père lui dit, c'est pas le moment c'est ce que disait Richard un peu au début, ouais, c'est pas le moment de se mettre en avant. Je sais que c'est important, mais là, tu peux pas faire ça. Il faut vraiment on fasse profil bas. On peut pas se mettre en ouais, avant, etc. Donc là, on sent que petit à petit, les choses commencent à se durcir et que du coup, ben, ça commence à être un peu difficile pour ouais, eux. Et puis jusqu'à la déclaration de guerre et l'armistice, puisque la guerre n'a pas duré très longtemps, en tout cas pour les Français, puisque l'armistice a été déclaré très vite. Du coup, ben voilà, là, tout bascule un tout petit peu. Donc là, ils partent en province, hein. Après, là, du coup, t'as dû ouais, faire d'autres décors là-dessus. Donc peut-être que tu peux nous dire quelques mots là sur comment tu as ouais. travaillé sur cette partie-là. Ouais, puisqu'ils disent qu'il n'a jamais parlé le français et qu'il ne le comprenait pas non plus. Il lui cachait un peu ce qui arrivait. Et elle faisait peut-être semblant de ne pas comprendre, mais en tout cas, tous les bouleversements qui arrivaient, il parlait en français devant elle quand il parlait de ça pour pas qu'elle s'inquiète trop.
même si elle devait bien tout, tout comprendre. Et quand il décide de s'enfuir près de Chambéry, il s'enfuit en fait. Mhm, Enfin, la maman est Claude et Robert, hein, la mère et les deux fils. mhm, mhm, Et le père, lui, bah, essayé puisqu'il avait plus le droit d'avoir son commerce, donc en fait, lui, il essayait d'aller chercher de l'argent. Donc c'est à Lyon qu'il s'est fait attraper le père. mhm, Et, euh, et je sais que Robert euh, quand il a été ministre, il est allé dans le petit village où il était avec sa mère et son frère pour aller rencontrer les enfants dans les écoles, pour leur dire que leurs parents et leurs grands-parents étaient des gens bien, mhm. puisqu'ils n'ont Oui, c'est jamais vrai. dénoncé, Mhm, alors que tout le village savait bien que cette femme et ses deux enfants, enfin, ils se doutaient de qui c'était. La Gestapo de Chambéry venait régulièrement dans tous les petits villages pour interroger les gens, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux arrivants, voilà, pour essayer d'attraper tout le monde. Et tout le monde l'a fermé. Et ils sont passés comme ça entre les sous le radar, comme dit Richard, mais grâce aux habitants du village. mhm, mhm. Ça, je trouve ça super émouvant aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis ben là, il y a d'autres parties qui sont très émouvantes aussi. Ce qui est arrivé aussi à beaucoup de juifs à ce moment-là, c'est que Mm. dans les familles, tout le monde ne pouvait pas partir. Donc là, ben en fait, ils vont devoir partir en province parce qu'autrement, ils vont se faire attraper à un moment Ouais. donné, c'est sûr. La grand-mère enfin, Idis est malade à ce moment-là et Charlotte, donc la mère de Robert Badinter et de Claude, son frère, Ouais. son mari étant déjà parti, Mm. elle veut pas abandonner sa mère, bien évidemment, Ouais. ni son frère. Et donc, de fait, c'est un gros dilemme, je pense, là Ouais. aussi, pour tous ces gens-là qui ont dû partir en abandonnant une partie de leur famille. Donc, ce qui nous montre aussi dans cette partie-là, c'est tout ce qu'a vécu ce peuple à un moment donné, Ouais. durant des moments très durs, en fait, parce que partir en laissant une partie de sa famille, surtout sa mère, Ils la disent, mère voilà. Ouais. la grand-mère, c'était impensable pour elle. Même Ouais. si elle devait sauver ses enfants, c'était compliqué, quoi, en fait. Mm. Oui, c'est l'oncle en fait, hein, qui les persuade, enfin qui Tout à fait. s'énerve et Ouais, qui partez parce que enfin, c'est maintenant, il faut partir maintenant. oui, oui, oui. Et puis il lui dit, en plus, il lui dit, choisis la vie plutôt que la mort. D'ailleurs, Manon, tu peux nous remettre juste la petite phrase qui était avant, parce que je la trouvais assez forte, en fait, cette phrase. Pense à tes enfants, c'est ce qu'ils disent, Ouais. te demanderait si elle en avait encore la force, parce qu'évidemment, elle est très malade. Et choisis la vie, et la vie, c'est tes enfants. C'est aux SS de choisir la mort, pas aux Juifs. Ça, je Ouais. trouve ça vraiment Ouais. très fort, parce que ça montre aussi cette volonté de vie de résilience qu'ils peuvent avoir en admettant et en acceptant les sacrifices. Parce que pour elle, laisser sa mère alors qu'elle a été toujours très très proche de sa Ouais. mère, c'est un dilemme. Enfin, je pense que c'est un enfer. Ouais. Oui, puis pour Robert, parce que c'est enfin, ils avaient été élevés quand même dans un truc très, très, très strict pour l'école, pour l'éducation et tout. Et il dit c'était la tendresse. Oui, tout à fait. Avec Idis, elle lui passait, enfin voilà, il pouvait faire des petites bêtises, elle les couvrait en fait. Mhm, mhm. Et donc, abandonner sa grand-mère pour Robert et Claude, ça devait être, enfin, ça devait être démentiel en fait. Et donc, ils acceptent de D'où, partir et et du d'où, coup, ben, ça va pas très bien se terminer de toute façon, puisqu'en fait, l'oncle va être capturé. Simon ouais, Badinter, donc le père de Robert, va être aussi capturé. Idis va décéder, évidemment, et aucun de ceux qui ont été capturés ne va revenir. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dedans, c'est que quand on avait parlé avec Robert Badinter, on voulait faire un lancement, et moi, un peu ignarde, je dois l'avouer. Comme on a le Lutetia qui est juste à côté, je lui avais dit, bah, on pourra faire quelque chose au Lutetia. Enfin, on en avait parlé avant de lui en parler. Et heureusement que je lui en ai pas parlé en direct d'ailleurs, parce que ça aurait été un peu malvenu. Et on m'a dit, non, le Lutetia, c'est pas une bonne idée, parce que comme vous le savez, le Lutetia, après la guerre, c'était l'endroit où les prisonniers revenaient. Et en mm, fait, Robert Badinter a été pendant des mois et des mois, tous les jours, chercher, voir si son père arrivait. mm, Donc évidemment, c'était pas le meilleur endroit pour faire quelque chose. Mais voilà, donc c'était vraiment aussi dans son esprit, c'est quand même, il est mort à plus de 90 ans et c'était quand même quelque chose qui le tenait encore beaucoup, toute cette mm, histoire. Et la déportation, effectivement, bah, voilà. Donc j'ai gardé aussi cet extrait-là parce que je trouve que c'est assez fort.
Et de fait, il est pas revenu, il est pas revenu, bien évidemment. Donc, ça a été un énorme chagrin pour lui, je pense, hein, de toute façon. Et ça l'a marqué au plus profond de lui-même, tout ça, en fait, hein. Ouais, il nous avait dit, bah, tu te souviens, Nadia, il nous avait dit, on ne peut pas imaginer ce que des hommes peuvent faire à d'autres hommes. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il vivait encore avec ça sur son bureau, ses presse-papiers, ces deux briques du ghetto de Varsovie qui sont sur son bureau, qui lui Ouais. servent de serre-papier. Non, mais et puis bah toute sa vie, ça a été réparer des injustices, ça a été sa mission quoi. Après, Son leitmotiv, après tout ça. etc. Ouais, ouais, Et effectivement, ce que Richard a dit était très vrai. À cause du Covid, et vraiment, j'en veux vraiment au Covid, en fait, on devait organiser une rencontre avec Richard et Fred avec des classes. On avait identifié des classes, une classe de première et une classe de ouais. terminale, qui avait commencé à travailler dessus. Et en fait, il nous avait dit, d'ailleurs, c'était une des choses qui l'avait fait aussi accepter cette adaptation. C'est parce qu'en fait, comme l'a dit Richard, il voulait vraiment parler à la jeune génération. Et donc, ben, on avait organisé tout ça. Les classes devaient venir chez nous dans notre grande salle là et avoir un vrai. Il voulait avoir un vrai retour, hein, c'est-à-dire les entendre, voir un peu comment ils réagissaient par rapport à tout ça. Et à cause du Covid, parce qu'évidemment, il était plus tout jeune, on n'a pas pu le faire parce que c'était trop risqué de faire venir faire venir 60 jeunes autour de lui. Ouais. C'était un peu compliqué à ce moment-là. Le Covid était vraiment au plus haut. Donc, du coup, on n'a pas pu le faire et il a regretté parce qu'il s'est dit, il nous avait dit, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, vraiment de transmettre et surtout aussi de les entendre, pas seulement de transmettre, mais de comprendre comment ils pouvaient vivre tout ça quand on leur en parlait, en fait. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, ouais, parce que c'est vieux là hein, pour les adolescents, hein, tout ça, Ben hein. oui. Mm. Et lui-même il disait que il sentait qu'il allait partir en laissant un monde pas rassurant, hein. Il a Ouais. vachement insisté là-dessus, qu'il savait qu'il allait. Enfin voilà, il est pas parti pas rassuré, et il a bien raison. Mhm. Et, euh, et puis donc oui, transmettre ce récit qui est familial, mais surtout universel, c'était vraiment son souhait, quoi. Ouais. Et, Parce euh, que, et c'est vrai que moi, quand je vais voir des étudiants, alors certes, c'est des étudiants plutôt en art graphique, hein, c'est les beaux-arts, les écoles de dessin, mais quand je leur parle de cette BD, que je leur demande s'ils connaissent Robert Badinter, sur 30 élèves, il y en a 3 ou 4 qui lèvent la main. mhm. Ouais. Ouais. Donc en fait, il était très lucide, hein. Mhm, mhm. Simone Veil a beaucoup plus Simone Veil, les gens savent toujours, enfin, elle est plus présente dans les esprits des jeunes, hein. Robert Badinter, qui a quand même pourtant aboli la peine de mort, mais aussi dépénalisé l'homosexualité. Bon, ça, par exemple, les étudiants, à la limite, la peine de mort, ils savent. Dépénaliser l'homosexualité, ils sont pas du tout au courant. Mhm, mhm. Donc, il y a quand Ouais. même un souci de mémoire hein, là-dessus, hein. Ouais. Ouais, Donc c'est pour ça que ce genre de livre, qui n'est pas encore une fois, comme je l'ai déjà dit, hein, n'est pas un cours d'histoire, mais vient vraiment en contrepoint, à côté en tout cas d'un cours d'histoire, parce que tous ces thèmes qu'on vient de voir là, rapidement hein, évidemment, mais ouais, en tout cas font écho au récit historique qu'on a dans les livres d'histoire, et du coup nous les mettent à portée d'humain, puisque c'est vraiment l'histoire d'une famille, et nous fait mm, pénétrer encore un peu plus fortement le côté historique de cette époque et surtout ce qui s'est passé. En fait, un cours d'histoire, c'est très bien parce que c'est vraiment très factuel. Quand on rentre dans l'intimité d'une famille comme ça, de ce qu'a vécu une famille, je trouve que du coup, ça donne une aura un petit peu ouais, un peu autre, en tout cas, un peu différente aussi d'un cours d'histoire. Donc, ouais, vraiment, j'incite tous les professeurs d'histoire à mettre ce livre dans toutes les mains parce que vraiment, je trouve qu'on y voit pas mal de choses. Et pour compléter, pour finir un petit peu sur cette présentation, je vous ai mis, on a trois autres livres chez nous qui me paraissent rentrer dans la thématique alors de différentes façons, mais qui sont aussi des témoignages, réels ou en tout
cas de personnes qui ont vraiment existé. Donc la guerre de Catherine, c'est effectivement la fuite, enfin la protection des enfants juifs par Julia Billet, qui a quand même, donc sa mère a été une de ces enfants-là. La bibliothécaire d'Auschwitz, ben ça c'était pareil, c'est d'après une histoire vraie de cette jeune fille qui a voulu sauver dans les camps tout un tas de livres. Et les évasions perdues plus récemment avec Thomas Legrand et puis François Varsala, où là c'est pareil, c'est un témoignage de son père ça c'était une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas, un des grands desseins du Troisième Reich, c'était de faire une armée allemande avec des aspirants officiers et qui aurait été l'armée un peu l'armée de l'Europe. Et donc son père, le père de Thomas Legrand, a été fait prisonnier là-bas et donc témoigne aussi de tout ça. Donc c'est vraiment voilà, à hauteur d'homme, à hauteur de femme, qu'on peut toucher du doigt l'histoire, cette histoire un peu dramatique qu'on connaît, et du coup nous touche d'autant plus bah, que c'est du vécu, quoi, en fait. Donc je trouve que ça a vraiment toute sa portée bah, pour mieux aborder ces questions historiques, en fait, je trouve. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Parce que je crois qu'on arrive au terme de la rencontre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre directement dans le chat. En tout cas, merci à vous trois pour cette belle présentation, fort intéressante sur tous les souvenirs de création qui ont pu Ouais. être évoqués. C'est très émouvant. Mm. Après, s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas à nous les faire suivre, on pourra y répondre, hein, autant que faire se peut, hein, si jamais. C'est vrai que le Covid, à la fois, il nous a empêchés de faire cette rencontre avec Robert Badinter et il nous a aidés à faire la BD puisque les tribunaux étaient arrêtés, tout était arrêté et qu'avec Richard, on avait un peu plus que ça. Oui. On avait un peu plus que ça à penser là, pendant cette période-là. C'était Mhm. cette espèce de parenthèse étrange. Ouais, Ouais. ouais. Et c'est la. Ouais. Ah, Ah pourquoi ce oui, changement de couverture pour parler à encore plus de monde et aux plus jeunes? Alors, on a fait cette couverture parce que, bon, d'abord, on va pas se cacher, il y a la panthéonisation, comme vous le savez, de Robert Badinter la semaine prochaine, le 9. Il va rentrer au Panthéon, donc on s'est dit, ben, on avait un livre de Robert Badinter et on est très très fiers, comme je vous l'ai dit. Et on s'est dit, ben, plutôt que de le remettre, enfin, il est toujours en vente, hein, de toute façon, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent, enfin, essayer de le remettre en avant, faire découvrir autre chose. Donc on a demandé à Fred de faire une belle jaquette, ce qu'il a fait. Et puis on a pris aussi un texte, donc c'est vraiment une jaquette réversible. Regardez-la, enlevez-la, vous verrez du livre, parce qu'à l'intérieur, il y a un texte de Richard Malka qui avait été écrit quand Robert Badinter est décédé. C'était vraiment un hommage à Robert Badinter. ouais, Et donc le verso de la jaquette est vraiment ouais, avec du texte. C'est le texte de Richard et puis on a agrémenté avec des dessins. Donc c'est ouais. vraiment une sorte d'hommage pour nous. Et je crois que Fred était aussi très content de faire cette très Oui, belle jaquette ouais. qui vient compléter le livre, en fait. Ouais, est-ce que j'avais fait le choix sur la première couverture de faire Edith Jeune qui fait du trafic de tabac pour s'en sortir à la frontière là en plein hiver. Et puis là, bah, elle est âgée avec ses petits-fils. Donc je trouve que du coup, on avait à la fois deux périodes de sa vie, deux saisons. La Bessarabie, Paris, Idis jeune, Idis âgé avec ses petits-fils. Enfin voilà, en fait, on a ces deux vies en fait. Oui, tout à fait. On a deux images de sa vie, ce qui est assez incroyable justement quand on passe d'un décor à l'autre. Parce Oui, que, oui, oui. ouais, parce qu'au fond, là, c'est le petit village en Bessarabie et la misère. Et après, ben, elle a, comme disait Robert, elle a quand même été heureuse hein, Oui, d'être à tout à Paris, fait. elle était heureuse à Paris. Oui. Ouais. Et alors, j'ai vu une question. Est-ce difficile d'éditer des livres? Je n'ai pas tout vu. Alors, la question, c'est est-ce compliqué d'éditer un livre sur les faits d'histoire dont les jeunes n'ont plus connaissance?
Non, c'est pas difficile parce qu'en fait, je crois que c'est notre métier. En fait, en tant qu'éditeur, on est là aussi pour, en tout cas par rapport à l'école des loisirs et Rue de Sèvres, où nous, on est une société à part, mais on est à l'école des loisirs, on appartient à ce groupe et donc en tant que passeur, comme l'est l'école des loisirs, avec cette volonté de faire lire et de faire découvrir des choses, pour nous, c'est pas compliqué. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut essayer de trouver les moyens de de mettre ces livres-là dans les mains des plus jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes que peut-être, comme tu disais, Fred, ne connaissent pas Robert Badinter. En tout cas, c'est notre devoir de le faire de manière, on espère, la plus accessible possible avec le dessin de Fred qui est quand même très, très, très moderne et très beau aussi. Et ça, on doit le faire. Je pense qu'en tant qu'éditeur, c'est un peu oui, c'est notre boulot de continuer d'être des alertes, d'être des passeurs pour que cette histoire continue à être dans la tête de tout le monde, en fait, et Mm. surtout des plus jeunes qui l'ont pas connue, bien évidemment. Mm. Donc non, c'est pas compliqué, c'est même un plaisir, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit faire Ouais. et qu'on est sur lequel on est responsable et redevable, je pense. Mm. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres Merci. questions, je crois qu'on arrive au bout des 45 minutes allouées, je crois. Tout à fait. Un grand merci à vous trois en tout cas pour cette présentation très très riche. Vous pourrez du coup retrouver cette présentation sur la chaîne YouTube du Salon très prochainement. Et le cycle d'histoire continue dès la semaine prochaine. Il aura lieu donc, peut-être que c'était pas très clair tout à l'heure, il y avait des petits soucis de micro, mais il a lieu donc tous les jeudis hors la période scolaire, notamment donc la semaine prochaine, le 9 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet du SLPC dans l'onglet Salon professionnel. Merci à tous pour votre Bah, attention. merci Merci à vous trois beaucoup. pour cette présentation et à Manon pour la technique. Et à très très vite. Bah, merci. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée à Merci tous. beaucoup. Bonne Merci fin tout de le monde. journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au Au revoir revoir. tout le monde.